Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui intervient sur 3 sets d'offres que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Mathieu de la Victoria. Mathieu est avocat associé au sein du cabinet Darrois, Ville et Maillot. Il intervient en restructuring avec son binôme depuis toujours, Maître François Kopf, qui est aujourd'hui managing partner de ce cabinet. Dans cet épisode, Mathieu vous racontera son parcours, le développement de sa clientèle, les dossiers sur lesquels il a travaillé, le chemin qu'il a parcouru avec François Kopf et beaucoup d'autres choses. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Mathieu de la Victoria, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé, le cabinet Darrois, Villet, Maillot, Brochier, situé 69 avenue Victor Hugo, Paris 16. Bonjour Maître Mathieu de la Victoria. Bonjour Valentin. Alors moi je suis content de vous voir à double titre. La première chose, c'est que j'essaye de contacter le département restructuring de Darrois depuis très longtemps et que je n'ai pas réussi à les rencontrer. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes nouvellement associé et un ancien du DGCE de Nancy. Et donc on ne peut pas louper l'occasion de pouvoir rencontrer des gens brillants issus du DGCE de Nancy. Exactement, bah, écoutez c'est gentil, moi je suis ravi de vous rencontrer également. Et puis voilà, ravi de pouvoir échanger avec vous. Eh bien écoutez, super. Alors la première question, c'est toujours la même. Mathieu de la Victoria, qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Alors, avant de devenir avocat, j'étais un étudiant très studieux pour le coup, assez passionné par les études de droit que j'ai faites. Et puis voilà, quelqu'un qui était toujours intéressé par le monde de la justice. Et qui avait toujours envie, depuis très jeune, d'avancer dans cette voie-là. Très clair. Et donc du coup, pourquoi le droit des affaires ? Alors le droit des affaires, parce que principalement les matières m'ont intéressé en réalité. À la fac de droit, très tôt, j'ai été attiré par le droit des affaires, là où le droit pénal m'avait un tout petit peu moins intéressé. Ce que j'aimais dans le droit des affaires, c'est l'aspect technique et les matières en elles-mêmes. Et puis voilà, assez naturellement, j'ai ensuite été guidé dans ma carrière dans ce domaine-là. Donc vous faites vos études à Nancy, vous avez le DGCE de Nancy et là vous vous projetez sur Paris, vous passez le CRFPA et vous arrivez à la capitale. Quel cabinet vous choisissez d'intégrer ? Alors en réalité, l'histoire est assez rigolote. Moi j'ai commencé mes études à Metz pour être précis et puis j'ai fait mon Master 2 à Nancy. Principalement, je vous vois sourire. On connaît tous la réputation de la fac des droits de Metz. Exactement. Donc j'ai commencé mes études à Metz et en réalité, au cours de mon Master 2, j'ai rencontré François Kopf, qui était l'un des intervenants à un cours avec le doyen de la faculté. Et puis, suite à cette rencontre, on avait pas mal échangé ensemble et il m'avait proposé de faire un stage au cabinet Sullivan et Cromwell. À l'époque, pour la petite histoire, j'étais assez réticent parce que ce n'était pas mon objectif professionnel d'intégrer ce cabinet que de Nancy, de Metz, je ne connaissais pas a priori. Et puis, il avait fait intervenir le doyen de la faculté qui m'avait gentiment fait passer le message qu'il était plutôt de mon intérêt de faire un stage dans ce cabinet et de voir comment les choses se passent. Donc, voilà comment en fait je suis arrivé à Paris par ce stage dans ce cabinet américain, Sullivan et Cromwell, où j'ai commencé tout de suite à travailler avec François Kopf, donc maintenant il y a plus de 10 ans. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez au sein de ce cabinet que vous ne connaissiez pas, qui ne vous attirait pas de prime abord par méconnaissance ou déficit d'information ? Qu'est-ce que vous y trouvez au sein de ce cabinet et qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Alors, qu'est-ce que j'y trouve ? C'est déjà la possibilité de côtoyer des avocats extraordinaires. Parce que ce cabinet a une réputation d'excellence qui est absolument méritée et une capacité de travail qui est assez incroyable. Donc moi je suis arrivé à l'époque dans un monde qui était tout à fait nouveau pour moi, avec une dimension internationale très présente et des avocats très travailleurs et avec un niveau technique exceptionnel. J'y suis resté 3 ans. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. J'en garde aujourd'hui d'excellents souvenirs. Et j'ai appris à travailler très concrètement dans ce cabinet. Et vous arrivez dans quel département dans un premier temps ? Alors, en réalité, je suis arrivé dans le département de General Practice
initialement, donc droit des affaires générales, mais à l'époque qui était principalement orienté en capital market et opérations d'M&A. Je me suis retrouvé à faire des choses très éloignées de ce que je fais aujourd'hui, notamment travailler sur des OPA, des opérations d'émission d'obligations aux États-Unis pour des grands groupes cotés. Voilà, toute une série d'opérations propres au marché de capitaux. Est-ce que c'est dur de faire ce genre de choses lorsqu'on vient finalement, entre guillemets, du terrain? Je m'explique. Vous sortez de vos études au DJCE. Alors, je ne sais pas ce qu'on y faisait au préalable, mais en tout cas, je sais ce qu'on y faisait il n'y a pas encore si longtemps que ça. On travaillait vraiment sur des petites sociétés, entre guillemets. On travaillait sur des opérations fiscales, des opérations sociétaires. Est-ce que là, quand on arrive finalement en tant que premier stage dans un cabinet américain, on va travailler sur des capital markets et des OPA sur des sociétés américaines qui, par définition, sont loin de chez nous, est-ce qu'on a vraiment l'impression de faire du concret ou est-ce que c'est pas un problème? Non, moi j'ai toujours été assez proche des dossiers parce qu'en réalité, ce qu'on fait c'est du droit. Que ça concerne une petite société, une société moyenne, une grande société, les règles sont les mêmes. L'environnement change, mais en réalité la pratique du métier est exactement la même. Et les mêmes recettes fonctionnent pour une petite société ou une grande société. Alors effectivement, j'ai dû me familiariser plus tôt et plus vite au règlement général de l'AMF, dont j'avais rarement entendu parler au préalable, mais au fond, ça reste du droit. Et les méthodes qu'on apprend à la fac restent applicables. Et la logique juridique, l'analyse juridique, les recherches juridiques sont tout à fait transposables. Je me suis vraiment épanoui dans ce cabinet pendant ces 3 années en réalité. Et est-ce que vous avez vu votre statut ou en tout cas votre rôle évoluer pendant ces 3 années? Est-ce que vous avez fait la même chose de façon linéaire du début à la fin? Ou vous avez vu que par exemple en arrivant en 2e ou en 3e année, on vous demandait beaucoup plus de prendre de la hauteur et peut-être de manager les nouveaux stagiaires qui arrivaient? Ou en tout cas de faire des choses qui étaient différentes que ce que vous faisiez au départ? Alors c'est clair que chaque année qui passait avait ses exigences propres. Et en réalité, je suis intervenu dans ce cabinet en premier en tant que stagiaire. Je suis resté plus d'1 an en stage, parce que j'ai fait quasiment tous mes stages au sein de ce cabinet pour ensuite être collaborateur. Donc j'ai eu quand même une expérience assez longue au sein de ce cabinet qui a évolué très vite. Au début, je faisais principalement des recherches. Et puis très vite, je suis intervenu de manière assez indépendante sur de grosses opérations avec des associés du cabinet, en binôme. J'ai beaucoup travaillé avec les établissements régionaux du cabinet, Londres, New York, beaucoup. Donc voilà, très rapidement, j'ai été vraiment impliqué dans les dossiers et avec une progression très forte. Très clair. Et donc là, qu'est-ce que vous décidez de faire? Pourquoi vous décidez de partir de ce cabinet au bout de 3 ans? Alors, en réalité, pendant ces 3 années, moi, François Kopf, qui est associé au sein du cabinet, m'a fait venir. J'ai travaillé beaucoup avec lui pendant ces 3 années. On a fait beaucoup de dossiers ensemble. On a progressivement commencé à faire des procédures collectives et du restructuring parce que à partir de 2011, en réalité, des dossiers restructuring ont commencé à apparaître. Donc, on s'y est mis sur le tas dessus. En réalité, à partir du moment où lui décide de partir de ce cabinet, je prends la décision de le suivre assez simplement. Et donc là, comment ça se passe? Est-ce qu'il vient vous voir en vous disant « Écoute Mathieu, je m'en vais, je veux que tu viennes avec moi, on s'en va dans tel endroit » ou est-ce que c'est plutôt vous qui dites « Moi François, où tu iras, je te suivrai » ? Alors, déjà très tôt, on a eu une relation de confiance qui était forte ensemble parce qu'on a une entente professionnelle qui est très bonne, on s'entend très très bien. Et lorsqu'il est venu me voir en me disant qu'il avait pris la décision de partir de ce cabinet. Et puis assez naturellement, voilà, il m'a proposé de le suivre, de l'accompagner et j'ai tout de suite accepté. Et alors là, vous atterrissez où? Alors, on atterrit chez Scotto et Associés pour développer la pratique restructuring précisément. Dans un cabinet extrêmement différent de Sullivan & Cromwell puisque ils étaient spécialisés et ils le sont toujours en management package, donc très différent, mais où on a pu, pendant une période assez courte, on est resté 9 mois dans ce cabinet, mais on a pu développer la pratique restructuring et avoir une première expérience en dehors d'un gros cabinet international comme Sullivan & Cromwell. Du coup, les premiers dossiers restructuring que vous traitez, ils sont dus, ou en tout cas ils sont la conséquence de la crise des subprimes de 2008, où on voit finalement des grosses entreprises qui commencent à être en difficulté et qui doivent se restructurer? Oui, exactement. Exactement, à une époque où le marché du restructuring était très différent. Il était entre les mains de plusieurs boutiques très spécialisées, donc c'était assez différent.
à cette époque-là. Et effectivement, c'était plus une question d'opportunité. Certains dossiers de restructuring sont arrivés. C'est comme ça vraiment qu'on s'y est mis. En réalité, ce qui est assez drôle, c'est que moi, à la fac, j'ai même pas pris l'option procédure collective. À l'époque, j'avais eu la riche idée de prendre l'option effet de commerce. Je vous avoue que j'ai pas vu un seul effet de commerce en 10 ans de carrière, en tout cas très très peu. Le bulletin à ordre, la lettre de change et tout ça. Exactement, le billet à ordre, la lettre de change, le chèque, la réglementation du chèque. Et je n'avais même pas pris procédure collective. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait au cours de ma carrière, qui n'était pas du tout prévu initialement. Et les premiers dossiers, du coup, arrivent sur quel secteur? On est plus sur de l'industrie, on est sur du textile, on est sur de l'agro, on est sur quoi? Oui, on est sur de l'industrie. L'industrie, des dossiers notamment Petroplus à l'époque a été l'un des premiers dossiers, un dossier très important et assez charismatique en restructuring. Et puis oui, on était dans l'industrie lourde à l'époque. Très clair. Donc, vous partez de chez Sullivan, vous arrivez chez Scotto, vous n'avez même pas le temps de poser vos valises et vous repartez. Je suppose que ça n'a pas fité, il n'y a pas eu de synergie qui ont pu être créées, ou en tout cas, vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment. Oui, alors après, c'est une expérience qui a été très intéressante. Moi, je prends dans chaque expérience ce qu'il y a à apprendre, véritablement. C'est un cabinet, Scotto, qui avait une dimension entrepreneuriale très forte. C'était absolument intéressant de pouvoir côtoyer les avocats qui exerçaient. Puis l'état d'esprit était très différent et intéressant. Donc c'est 9 mois qui ont été très utiles dans ma carrière, qui m'ont permis de voir un autre type de cabinet et puis de me développer. Ensuite, François a décidé de monter sa boutique dans une aventure entrepreneuriale très excitante sur le papier, de dire voilà, on part de zéro pour monter une boutique et voir ce que ça donne. Donc à l'époque, j'étais effectivement très jeune dessus et c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de partir. Et alors, comment vous créez du coup ce cabinet? Vous êtes que deux à y aller? Alors, François décide de s'associer avec Arthur de Thomas, qu'il connaît depuis très, très longtemps. Et puis effectivement, qui était chez Pelletier Juvigny Marpeau? Qui était chez PGM Petit Vivant à Ok, l'époque. d'accord. Et décide de fonder ce cabinet à partir de rien, pour le coup. On a pris des locaux, tout était à faire en réalité. Et au départ, il y avait Arthur, François, moi et également une collaboratrice d'Arthur qui est Dessis Lava. Et donc on débute comme ça, vraiment comme ça, en prenant des premiers locaux chez Régus. Donc c'était vraiment un départ de zéro à l'époque. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe? Comment arrivent les premiers clients? Comment vous avancez? Cette période était très intéressante parce qu'effectivement, ça a permis de voir comment on construit un cabinet d'avocats. Donc, on commence dans des locaux chez Régus où on travaille de manière très artisanale en fait à cette époque-là. Puis très vite, ça se développe très fort avec beaucoup de dossiers qui arrivent. Et donc, des locaux sont pris, le cabinet se développe et puis au fur et à mesure, on devient un cabinet de plus en plus important. Et donc ça dure combien de temps et vous montez jusqu'à combien d'avocats? Alors, ça dure à peu près assez peu de temps en réalité, puisqu'au bout d'un an ou un an et demi, François et Arthur décident de s'associer et ils sont rejoints par Frédéric Pelletier et Olivier Juvigny. Très clair. Et donc là, c'est le début finalement de PJM actuel, entre guillemets. Exactement. Et derrière, donc, comment se passe cette nouvelle association avec l'intégration d'associés qui ne sont plus les fondateurs du cabinet? Alors, cette période a été assez facile en réalité parce que tout le monde était très occupé sur les dossiers, à chercher des clients, à travailler sur les dossiers. Donc en réalité, ça s'est fait assez facilement. Et puis il y avait cet esprit de nouveaux cabinets dès le départ qui était toujours très présent. Donc très vite, les gens ont travaillé ensemble de manière plutôt facile. Et vous développiez aussi votre clientèle? Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours développé ma clientèle depuis le départ. C'est quelque chose qui a été toujours très important pour moi, qui présente beaucoup d'avantages. Ça vous permet d'être autonome sur les dossiers très vite, responsabilisé, et puis ça vous donne une certaine liberté. Parce que quand vous générez votre propre chiffre d'affaires à côté,
voilà, vous êtes un peu plus libre dans les décisions de carrière que vous prenez par la suite. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça de votre bouche pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a plein de collaborateurs qui me disent « Ah, mais moi je peux pas développer ma clientèle perso parce que tu comprends, je bosse pour X ou Y cabinet d'avocats. » Vous avez bossé chez Sullivan, vous avez bossé, vous êtes actuellement chez Darrois et vous avez toujours développé, donc ça veut dire que même avec une forte intensité de travail, on a toujours des capacités pour développer. c'est clair, c'est ce que je dis toujours moi aussi quand j'en parle à certains collaborateurs, c'est de dire moi à l'époque j'étais chez Sullivan où le rythme de travail était absolument incroyable, hein. On travaillait vraiment beaucoup. Malgré tout, on trouvait le temps pour développer une clientèle personnelle parce que c'est absolument indispensable. Donc c'est une question de motivation en premier lieu. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Et vous bossiez combien d'heures par semaine, par exemple, chez Sullivan ? Les top niveaux, c'est quoi ? C'est compliqué à dire. Franchement, c'est compliqué à dire. Quand on aime, on ne compte pas. Ouais, en réalité, on travaillait parfois sur les dossiers, on travaillait non-stop pendant plusieurs semaines sans week-end. C'était vraiment très difficile avec des nuits blanches très régulières. C'était extrêmement intense. Après, je ne peux pas vous dire comme ça un nombre d'heures, j'ai plus les chiffres en tête, mais je me souviens d'une quantité de travail considérable. Ouais, parce que ça m'aurait fait une bonne phrase d'accroche, en travaillant 100 heures par semaine, je développais ma clientèle personnelle. C'était un peu ça. J'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas eu, tant pis. C'était un peu ça. Ok, donc là finalement, il y a le cabinet PJM actuel qui est en train de se créer. Vous faites partie de l'aventure, mais je constate que ça n'a pas marché, ou en tout cas que vous avez choisi des horizons différents, parce que vous êtes ici avec François. Exactement. En tout cas, chacun a pris des chemins qui étaient différents à un moment donné, comme ça arrive souvent dans les cabinets d'avocats. On a continué avec François à toujours travailler en fait pendant ces 10 ans exactement de la même manière. Peu importé le cabinet, en réalité, on a développé l'équipe de manière linéaire, on a développé nos compétences et on a développé la clientèle au fur et à mesure du temps. Donc voilà, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée aussi d'intégrer Darrois Villet, une opportunité qui ne se refuse évidemment pas. Et donc on a franchi le pas et on est arrivé ici. Alors moi ça m'intéresse. Comment ça se passe finalement d'intégrer un cabinet d'avocats comme le cabinet de Darrois Villet lorsqu'on a déjà une équipe, un portefeuille client? Comment se passe l'intégration? Comment vous vous êtes mis finalement en avant? Parce que ça doit être aussi difficile pour vous, c'est-à-dire que quand vous arrivez finalement à la fin de l'aventure PJM, vous avez quand même un certain nombre d'années de barre. Une association chez Darrois est beaucoup plus complexe qu'une association dans un plus petit cabinet d'avocats ou un cabinet d'avocats moins renommé. Est-ce que c'est une décision qui est difficile pour vous? Comment vous la vivez? Non, c'est une décision qui n'est pas difficile en réalité. Je vais peut-être vous décevoir. Non, pas du tout. Parce que, en fait, qui s'explique par le fait que ça faisait déjà beaucoup d'années que je travaillais avec François, qu'on avait une confiance importante l'un en l'autre, et puis avec une admiration quasiment réciproque. Moi, j'ai été convaincu très tôt que François serait un excellent avocat, un très grand avocat, rapidement, et qu'il aurait une carrière incroyable. Très tôt, j'ai eu cette conviction-là. Et en réalité, je me suis dit qu'il fallait que je suive. C'est ce que j'ai fait, et quand il m'a dit qu'il partait chez Darrois Villet, sans hésiter, j'ai accepté de le suivre parce que c'était une opportunité pour moi incroyable d'intégrer un cabinet qui m'a toujours fait rêver en réalité. Darrois Villet, pour moi, c'était vraiment le top du top. Le Graal. Ouais. Et le fait est que j'avais jamais eu l'occasion de faire de stage dessus, mais je m'étais toujours dit que c'était un cabinet incroyable dans lequel je rêverais d'exercer. Donc voilà, à cette époque, en réalité, je ne me pose pas la question des perspectives parce que je crois que la carrière se construit progressivement. Et si on veut aller loin, finalement, il ne faut pas regarder trop loin, en tout cas pas y penser. Il faut voir comment les choses se passent et assez naturellement se construire comme ça. Mais voilà, donc très naturellement, j'ai tout de suite accepté de venir avec lui. Très clair. Et vous arrivez au sein de ce cabinet avec quel chiffre d'affaires? Alors, on ne donne pas de chiffres traditionnellement dessus. On avait déjà un chiffre d'affaires qui était conséquent à l'époque, qui a été développé avec le fil du temps, mais voilà, je ne montrerai pas dans les bien sûr, ok, pas de souci. Et du coup, donc, il n'y a personne en restructuring avant que vous arriviez? Non, tout à fait. Très clair. Les dossiers restructuring étaient traités avec d'autres avocats extérieurs au cabinet, mais il n'y avait pas du tout de pratique restructuring. Donc on l'a créé intégralement. Alors parlez-nous un petit peu de l'activité et de la typologie de clients que vous avez aujourd'hui et que vous souhaitez adresser. Alors, traditionnellement, Darrois Villet a une clientèle de gros corporates
de sociétés cotées avec une activité ici M&A, publique M&A très forte. Donc on a vocation à intervenir principalement sur les dossiers large cap, dossiers de grosses entreprises en difficulté, ce qui se construit progressivement parce que effectivement ce type d'entreprise peut être soit confronté à des difficultés de ses partenaires, de ses fournisseurs, de ses clients parfois, mais également subir en elle-même des difficultés. Donc notre développement, c'est vraiment autour de ces clients-là, du cabinet et puis des clients qu'on avait par ailleurs. Et comment ça se passe lorsque, par exemple, le département M&A a un dossier ou en tout cas une cible qui pourrait l'intéresser et que vous, en restructuring, on vient vous voir parce que justement une entreprise partenaire ou une entreprise défaillante de cette société cible qu'a le M&A est en difficulté. Est-ce qu'on a des conflits d'intérêts? Est-ce qu'on a une hiérarchie qui vient s'opérer par rapport aux différents départements ou pas du tout? Non, il n'y a pas de hiérarchie. On a une gestion des conflits d'intérêts. Donc dès qu'un nouveau dossier intervient, on s'interroge les uns et les autres pour savoir s'il existe un conflit d'intérêts. Et puis ces sujets-là sont réglés par la discussion en réalité entre nous. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, oui, il y a une gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, c'est sûr. Très clair. Et en termes de typologie de clientèle, vous êtes plutôt donc, sur le large cap, cross-border, j'entends bien. Est-ce qu'on parle plutôt de sociétés majoritairement industrielles, de l'automobile, des sociétés financières, du bancaire? Est-ce que vous avez un secteur d'activité ou plusieurs secteurs d'activité phares? Non, en réalité, on a des clients très différents. En réalité, on a beaucoup d'industriels, on a des services financiers. Ça pour le coup, le restructuring n'est pas divisé par secteur. Notre cœur d'activité, c'est les difficultés des entreprises. Après, qu'importe en fait l'entreprise et son activité. C'est vraiment guidé par la situation financière. Donc non, il n'y a pas de créancier débiteur propre. Alors, pour le coup, nous, on intervient beaucoup plus côté débiteur. C'est le cœur de notre activité. Il y a d'autres cabinets spécialisés en créanciers. Nous, on intervient pour les débiteurs et leurs actionnaires. Très clair. Ok. Et donc, comment on développe un marché comme ça sur des entreprises qui font peur quand on les regarde de loin? C'est des mastodontes. Comment est-ce qu'on arrive finalement à pénétrer ces entreprises? C'est quoi? Alors, pas la recette miracle parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, votre recette miracle à vous. Alors, le premier point, c'est qu'il y a une clientèle historique du cabinet sur ce type de clients avec des relations très fortes avec beaucoup de sociétés cotées qui est un atout absolument non négligeable. Le second point, c'est qu'on est un cabinet qui a l'habitude de travailler aussi sur ces dossiers-là avec ces sociétés-là. Donc les recettes, en réalité, on les expérimente depuis de nombreuses années ici. Donc voilà, encore une fois, les problématiques en réalité sont assez similaires sur des petites sociétés, moyennes ou des grandes sociétés. Les règles de droit sont les mêmes, les règles de procédure devant les tribunaux sont les mêmes. Donc ce qui change évidemment, c'est la relation avec le client. Pour des grands groupes cotés, on a un peu plus de process, la prise des décisions est légèrement différente, mais sur le fond de notre métier, ça ne change pas véritablement. Très clair. Lorsque vous intervenez pour du restructuring sur des grosses entreprises et qu'on est en pré-accession, en tout cas les équivalents internationaux, ou qu'il y a des branches d'activité à céder, est-ce que vous avez une relation forte avec le M&A, notamment les portefeuilles acquéreurs ou les portefeuilles d'entreprises que vous pourriez avoir en interne pour finalement favoriser l'essor économique et opérationnel des autres entreprises en provenance du portefeuille de vos cabinets? Ça, pour le coup, non, pas vraiment. Parce que bon, c'est plus déjà un boulot de banquier d'affaires, c'est moins ce qu'on fait. Après, évidemment, si on a des opportunités qui peuvent intéresser nos clients, on les partage. Notamment dans les reprises d'actifs, on est averti des reprises d'actifs à la barre qui se présente et on informe nos clients qu'on pense susceptibles d'être intéressés pour qu'ils puissent se positionner. D'accord, donc c'est beaucoup plus dans l'aspect fidélisation de la clientèle déjà existante que plutôt un réel cœur d'activité que vous pourriez développer au sein du cabinet. Oui, tout à fait, exactement. C'est dans le cadre des relations existantes avec nos clients. On sait ce qui les intéresse dessus, donc si on a une cible qui est identifiée et qui est sur le marché, évidemment,
on leur transmet l'information. C'est quoi la bonne pratique de facturation, ou plutôt pas la bonne pratique, mais celle que vous utilisez aujourd'hui au sein du cabinet, ou vous personnellement, pour facturer cette typologie de clientèle? On a beaucoup de domaines du droit dans lesquels on va avoir une économie immédiate, dans lesquels on va avoir un gain immédiat en termes de chiffre d'affaires, notamment sur du M&A, sur des opérations d'acquisition, sur du taxe pour diminuer l'impôt payé ou pour optimiser la situation fiscale, sur du social pour diminuer finalement la dette sociale qu'on va pouvoir avoir suite à un PSE ou autre. Comment ça fonctionne en restructuring? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça dépend vraiment du dossier et de la plus-value qu'on va apporter sur le dossier. Le restructuring, c'est quand même une large série de dossiers qui peuvent être très différents les uns des autres. Si vous faites un contentieux restructuring, vous avez une partie qui peut être au résultat dessus. Est-ce que vous avez une plus-value extrêmement importante sur un dossier? Est-ce que vous avez fait gagner beaucoup d'argent à votre client? Donc, en réalité, c'est extrêmement différent. Ici, au cabinet, on ne travaille traditionnellement pas au taux horaire, puisqu'on n'a pas de timesheet. Donc, traditionnellement, on fonctionne plutôt sur la base de forfait avec nos clients. Et les honoraires font l'objet de discussions avec les clients sur la base finalement des critères qui sont posés par la profession d'avocat, à savoir la compétence, l'importance de l'affaire, la réputation du cabinet dans ce domaine d'activité. Finalement, on se rapproche de cette modalité qui est donnée dans les règles déontologiques pour la fixation des honoraires. On n'a pas de taux horaire, on ne fonctionne pas traditionnellement au taux horaire, donc on est plus sur une question de forfait. Et alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, on négocie les honoraires du cabinet Darrois Villemaillot? Alors, évidemment, parfois la question se pose. Alors, en fait, c'est vraiment très différent d'un dossier à l'autre. Et c'est compliqué de généraliser. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est pour ça que j'ai un grand sourire. Non, mais c'est très compliqué. Ça dépend de la relation avec les clients, du dossier. Il n'y a pas une facturation qui ressemble à une autre en réalité. Pas une. Très clair. Et on va parler un petit peu, si ça vous va, de votre parcours d'association maintenant. Vous êtes arrivé au cabinet il y a combien de temps? Je suis arrivé en fin 2015. Fin 2015, donc en 2021, si je ne raconte pas de bêtises, ou fin 2020, vous avez été nommé associé de ce cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les étapes qui se sont passées du moment où vous arrivez en tant que collaborateur senior jusqu'à votre association? Alors, quand je suis arrivé, on était là pour développer une pratique restructuring, monter une pratique restructuring. Donc la première étape a été beaucoup de travail. Parce qu'en réalité, on a dû travailler sur un certain nombre de dossiers, développer la clientèle, obtenir des nouveaux clients. Et ça a été une période de temps qui a été assez importante. On commence, on est assez peu. On arrive, François, moi et puis 2 collaborateurs. On est une équipe très restreinte. Ce qui a été très important pour moi, c'est de pouvoir développer cette activité de manière très forte, de montrer les compétences qu'on a sur ce domaine d'activité et de s'intégrer au cabinet. S'intégrer au cabinet, ça veut dire travailler avec les uns et les autres. L'avantage du restructuring, c'est qu'on a une pratique qui est à la fois contentieuse, on a une très forte expertise de notre équipe en contentieux, on plaide très régulièrement devant les tribunaux, on connaît les juridictions et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et en même temps, on a une expertise distress M&A. Donc, quand vous avez cette large partie d'activité, eh bien, vous êtes amené à travailler avec le contentieux, avec le M&A, avec le fiscal, le financement, la concurrence. Et finalement, très vite, on a travaillé avec beaucoup de gens au sein du cabinet. Et ça, c'est un vecteur d'intégration qui est extrêmement fort. Très clair. Et comment on vous a proposé l'association ou qui vous a présenté à l'association? Je ne sais pas exactement comment ça se passe chez Darrois, mais comment ça s'est passé? Alors, effectivement, compte tenu du développement de l'activité et puis des perspectives, j'ai présenté ma candidature à l'association. C'est quelque chose qui a été ensuite débattu par les associés qui m'ont annoncé la bonne nouvelle assez rapidement dessus. Donc, en réalité, j'en sais pas beaucoup plus sur le processus. Il faudrait plutôt leur demander. Vous saurez pour la prochaine fois. C'est vous qui allez vous occuper la bonne fois. Mais en réalité, c'est un processus qui n'est pas normé et qui répond à des considérations assez difficiles à appréhender en réalité. Donc, je pense que pour devenir associé, il faut déjà se comporter comme un associé et être un associé de fait.
très rapidement. C'est-à-dire prendre en charge les dossiers, démontrer dans la gestion avec la clientèle que vous avez vos clients, vous gérez les clients du cabinet. Et à un moment donné, les clients demandent si vous êtes associé parce que très rapidement, ça leur semble naturel. Et c'est à ce moment-là, à mon sens, qu'il faut se porter candidat. En réalité, il faut que ce soit naturel. C'est ça, pour moi, la clé. Ah, donc vous êtes porté candidat, c'est-à-dire que finalement vous avez sondé, je suppose, François qui est votre binôme absolu, en disant écoute François, je pense être prêt à présenter l'association. Qu'est-ce que tu en penses pour avoir déjà son aval ou en tout cas son point de vue par rapport à ça? Et vous avez été ensuite présenter votre dossier vers l'association. Oui, après, voilà, c'est une décision collective par des associés dessus, mais ça nécessite une démarche volontaire de la part des candidats, bien entendu. Ouais. Très clair. Et pour vous, c'est quoi les conditions requises pour devenir associé? Parce que vous parlez tout à l'heure de la capacité de gérer votre clientèle, la relation cliente qui était extrêmement importante, le développement de chiffre d'affaires, je pense qu'il l'est aussi, et également la façon dont vous êtes vu au sein du cabinet d'avocats et de la façon dont vous êtes intégré au sein de ce cabinet. La façon dont vous êtes vu au sein du cabinet d'avocats, la façon dont vous êtes vu sur le marché, et puis assez simplement une question qui est évidente, c'est est-ce que les associés ont envie d'être associés à vous? Assez simplement parce qu'un associé, c'est quelqu'un que vous allez côtoyer quasiment tous les jours dessus, vous allez avoir beaucoup d'interactions, donc il faut aussi qu'il y ait cette envie mutuelle d'être associés l'un de l'autre. C'est très important. C'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est que ça soit naturel en réalité et que ça vienne de soi-même. Donc les qualités, c'est être un technicien, un très bon technicien, être un bon camarade. Je pense que c'est un point qui est très important en réalité. Et démontrer qu'on a du potentiel sur le long terme pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai posé une question, je vous ai demandé avec combien de chiffres d'affaires vous étiez arrivé au sein du cabinet et vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas parler de chiffres, etc. Si je vous pose une question par rapport aux modalités d'acquisition d'actions au sein du cabinet, vous me répondez pas. Non, je ne vous répondrai pas. On a une culture, je m'en doutais un petit peu. On a une culture de la discrétion et du secret sur ces questions et voilà, c'est pas des questions qu'on n'a pas. Qui ne tente rien à rien. Exactement, vous avez raison. Alors aujourd'hui, vous êtes associé donc, depuis maintenant un tout petit peu moins d'un an au sein de ce cabinet. C'est quoi le futur quand on devient associé au sein du cabinet d'Arrois? Finalement, on a atteint un premier objectif. Qu'est-ce qu'on se fixe après comme objectif? On se fixe comme objectif de continuer à se développer, d'acquérir encore plus d'expérience et puis de développer sa clientèle très, très, très concrètement et de faire partie, de contribuer à ce cabinet qui a une marque extraordinaire. Hein. C'est moi la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, c'est que c'est une marque d'Arrois-Villers extrêmement forte sur le marché vis-à-vis des clients, des confrères. Pas sous-estimer vis-à-vis des confrères. Je suis toujours étonné parce que je suis passé parmi plusieurs cabinets et quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un de changé simplement parce que je suis arrivé ici. C'était assez incroyable parce qu'effectivement, la marque est extrêmement importante. Donc, c'est assez modestement apporter ma pierre à l'édifice et puis contribuer à poursuivre ce cabinet comme il l'est actuellement. Mais je vous avoue que je partage aussi ce point de vue parce que du coup j'ai rencontré beaucoup d'avocats et c'est vrai que la première chose que je ressens, c'est quand on vient ici, on a l'impression d'être quelqu'un d'important. Parce qu'en fait, on prend le temps de vous écouter, on prend le temps de parler avec vous. Et moi, la personne qui m'a le plus impressionné, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu beaucoup échanger, c'est Jean-Michel Darrois, que j'étais venu pour découvrir. J'avais les jambes qui claquaient entre elles deux. Et en fait, il m'a donné l'impression qu'il était là pour découvrir qui j'étais et pas l'inverse. Et ça, je trouve que c'est vraiment la classe des grands hommes et je le ressens très très souvent quand je viens au sein de ce cabinet. Non, mais vous avez raison. C'est assez simplement, Jean-Michel le dit souvent, c'est le client avant tout et avant nous. Je crois que ça résume la philosophie du cabinet. On a à cœur d'avoir une relation très proche avec nos clients. Beaucoup de clients d'ailleurs deviennent des amis en réalité dessus. Et puis on a le sens de l'engagement auprès des clients. C'est extrêmement important pour nous, vraiment extrêmement important et ce n'est pas une phrase dite en l'air. C'est vraiment un des principes du cabinet sur lequel il est fondé. C'est nos clients sont les plus importants et on est engagé à leur côté. Très clair.
Mathieu, ça fait plus de 45 minutes que j'essaie de vous soutirer des informations. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin qui pourrait, je sais pas, concerner un potentiel recrutement, un message à destination des collaborateurs, un message à destination des associés qui pourraient potentiellement vouloir rejoindre le cabinet Darrois, par exemple en droit social? Je crois que peut-être un message aux étudiants ou aux élèves avocats qui nous écoutent, peut-être leur dire que au-delà de penser à des plans de carrière qui sont tellement imprévisibles en réalité, on se fixe une ligne de départ et puis on varie constamment au gré des opportunités, des rencontres. Ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir une motivation sans faille et une très grande résilience. Parce qu'une carrière, c'est compliqué, c'est très long. Il y a des très hauts, il y a des très bas et il faut pouvoir être résilient. Et je crois que la qualité première d'un avocat, c'est ça. C'est traverser sa carrière en ayant une certaine constance et une très forte résilience, et se dire que finalement tout ça, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime le métier, on aime les clients et on aime la matière technique qu'on exerce au quotidien. Donc je crois que c'est le point principal pour moi, il faut être passionné par ce qu'on fait en réalité et puis avancer petit à petit. Je suis carrément d'accord. Mathieu de la Vittoria, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai passé un excellent moment, même si je n'ai pas eu toutes les informations que je voulais, mais c'est pareil à chaque fois. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et que vous continuez toujours à être passionné par votre métier, à vous épanouir avec vos clients. Merci beaucoup Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.